Bonjour mes chers amis, vous êtes sur Tanak TV, votre chaîne qui vous propose de réflexions géopolitiques par rapport au Tanak, par rapport aux prophéties bibliques, en un mot par rapport à la Bible. Mon nom c'est Guy Bakouri Kiboulou Gamoto Mounene et je fais mes réflexions, comme je dis, par rapport aux prophéties bibliques et particulièrement par rapport au Tanakh. Et j'avais promis de faire une vidéo pour m'adresser aux panafricanistes africains. Pourquoi africain? C'est un mouvement qui aurait commencé aux États-Unis et qui est redescendu en Afrique, récupéré par le feu président Kwame Nkrumah, relayé par Patrice Lumumba, et à la suite nous avons connu de grands révolutionnaires panafricanistes comme Thomas Sankara, Mosé Laurent Désiré Kabila, qui la plupart ont été assassinés, d'autres ont été démis de pouvoir par de puissance occidentale sans nous en connaissons l'histoire. Et partant de là, j'ai remis en cause le concept d'héroïsme, ce concept héroïque qui est un héros. Moi je pense dans le contexte africain, il faut qu'on puisse redéfinir le concept héros. Qui est un héros, à mon humble avis, c'est quelqu'un qui a mené son combat jusqu'au bout, qui a atteint son idéal. Je prends l'exemple d'un grand héros africain qui, selon moi, c'est un modèle de leadership africain, Nelson Mandela. Son idéal a été réalisé, a été accompli, c'était l'égalité des races en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un véritable héros. Mais pour d'autres, il me semble que leurs idéaux n'ont pas été atteints, leurs visions politiques n'ont pas été atteintes, ils ont été assassinés ou chassés du pouvoir et ils ne sont pas arrivés au bout de leur combat. Donc moi je pense que un héros doit avoir les moyens de sa révolution. Vous voyez, et je pense quelque chose, je fais des réflexions qui s'est passé, j'ai trouvé qu'il leur manquait la technologie des pointes. Parce que avec la technologie des pointes, en Corée du Nord, il est difficile d'assassiner Kim Jong-un. Il est difficile avec la technologie des pointes d'assassiner Vladimir Poutine. Il est impossible d'assassiner Jinping. Parce que ces pays ont mis en place leur propre technologie de pointe. Ils ont des appareils trop sophistiqués pour la protection du régime. Ce ne sont pas des régimes opaques, des services secrets bien équipés. On a du mal à les infiltrer. Vous voyez, alors que les révolutionnaires n'avaient pas la technologie de pointe, ils avaient des services secrets opaques qui pouvaient être infiltrés à tout moment par des puissances occidentales. On les assassinait comme des chiens. Vous voyez? Donc, c'est très important que nos révolutionnaires actuels, le nouveau panafricaniste actuel, je suis souvent les nouveaux Patrice Lumumba africains. Son nom c'est aussi Lumumba. Il viendrait de la Tanzanie. Il fait des beaux discours révolutionnaires. Mais moi je pense que ces discours révolutionnaires, on a connu, on a entendu depuis Emery Patrice Lumumba, Sankara, Laurent Désiré Kabila, Muammar Kadhafi. On a entendu de toutes les couleurs. Vous voyez, et il faut les moyens de sa révolution. Vous voyez, c'est que j'ai épinglé la technologie de pointe qu'on a besoin en Afrique pour avoir des services
de services secrets comme le service secret qui est en Corée du Nord, en Chine, en Russie, qui sont imperméables, qui assurent la protection, qui pérennisent le régime et les puissances occidentales n'ont pas à infiltrer pour assassiner et mettre fin aux visions politiques de leurs dirigeants. Donc, c'est ce que l'Afrique aussi doit faire, c'est ce que je vais un peu essayer de parler dans cette vidéo. Je m'adresse particulièrement, comme je dis, aux panafricanistes africains, parce que je vois la jeunesse africaine panafricaniste jubile de notre approche, de l'approche de l'Afrique par rapport à la Russie. Et j'ai amené une réflexion profonde par rapport à cette approche africaine ou cette approche russo-africaine. Vous voyez, et il faut toujours remonter par rapport à l'histoire. La Russie, elle est une héritière idéologique de l'ex-URSS. Ça, nous savons tous. Elle fut l'une des superpuissances mondiales à côté des États-Unis qui a disparu aux années 89-90. L'URSS n'avait pas eu la prise en charge des pays communistes qui étaient à sa suite. L'Europe de l'Est, en Amérique, en Afrique, en Asie, un peu partout. Les blocs communistes. L'URSS avait mis en place ce qu'on appelait la Comecom, une commission économique. C'était l'opposé du plan Marshall que les Américains avaient institué en Europe de l'Ouest pour reconstruire l'Europe et pousser l'Europe de l'Ouest à ne pas basculer du côté des communistes. Donc la Comecom était une commission économique, une prise en charge économique de l'URSS qui avait refusé l'aide américaine du plan Marshall du côté du bloc communiste. C'était une humiliation. Et les dirigeants russes, le Soviet suprême proposait aussi un plan Marshall je dirais à la vision russe. Mais ça n'a pas tenu. La Comecom a disparu. Le pacte de Varsovie, qui est aussi l'opposé de l'OTAN, l'actuelle OTAN, avait disparu. Donc, il n'y a pas eu de prise en charge sérieuse du bloc communiste. Ça, c'est l'histoire. Et la Russie a aussi des prises en charge. Il y a des pays post-communistes qui sont autour de la Russie. Par exemple, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Tchétchénie et bien d'autres. On se pose la question de savoir est-ce que la Russie a pris en charge ces pays pour hausser le niveau de vie de ces pays. Ça, c'est une grande question que les Africains doivent se poser. Vous pensez que la Russie va laisser ces pays pour venir développer l'Afrique? Ça, c'est une grande question. Les Africains s'approchent de la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. Moi, je pense que l'intellectuel, la lutte intellectuelle africaine doit se poser des questions. Est-ce que cette guerre tient lieu du droit international? Cette guerre ne tient pas du droit international. C'est une guerre qui est en dehors du droit international. C'est là que je dis, la Russie, les États-Unis affichent une même politique de puissance impériale, des pays impérialistes. Les États-Unis envahissaient l'Irak sous prétexte de guerre préventive. C'était hors la loi.
ratifié par le Sénat, le Congrès américain, au détriment de la loi internationale. Vous voyez, la Russie a envahi l'Ukraine sous prétexte d'une opération spéciale qui est aussi militaire. Vous voyez, c'est la même puissance impériale. Dans le cadre de l'international, dans les droits d'autodétermination de peuple, l'Ukraine a tous ses droits d'adhérer à l'OTAN, à l'Union européenne, à n'importe quelle organisation internationale. Parce que la Russie, de son côté, elle adhère à des grandes organisations internationales, régionales, sous-régionales, vers l'Asie. Personne ne l'empêche. Alors pourquoi doit-elle empêcher l'Ukraine? C'est la grande question. Vous voyez, comment les Africains peuvent soutenir la Russie dans cette démarche-là? Vous voyez, alors qu'en Afrique, nous implorons la démocratie, le respect des valeurs, du droit international. On veut une chose et son contraire. Moi, j'ai fait la réflexion. Il faut savoir, la Russie, c'est un pays qui soutient la démocratie populaire, la dictature. Ce qu'on appelle le totalitarisme, les régimes uniques. C'est ce qui se passe en Chine, en Corée du Nord, en Iran et puis ailleurs. Alors donc la Russie est la bienvenue en Afrique pour des dictateurs qui veulent se pérenniser au pouvoir. Ils vont se faire des alliances pour s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi la plupart des dictateurs africains s'empressent d'accueillir la Russie. J'ai suivi un dictateur africain, je ne sais pas son nom, qui est en conférence avec Vladimir Poutine, qui demandait de l'aide venant de la Russie. Qu'en ont-ils fait des aides précédentes qu'on a reçues par-ci par-là? On n'a fait que détourner. Donc même aujourd'hui, l'aide financière vient de la Russie. Qu'est-ce qu'on fera ici en Afrique? Ce n'est que de détourner. Vous voyez? Donc, c'est très important de réfléchir, de jubiler. Vous voyez? Et il faut savoir que la Russie, comme la Chine, ce sont des puissances qui ont besoin de parvenir au statut de superpuissance mondiale. Elles sont à la recherche d'un grand marché mondial. Et elles savent que l'Afrique a propulsé beaucoup de puissances occidentales économiquement avec nos richesses. Les puissances occidentales ont exploité illicitement, ça tout le monde le sait, depuis l'époque coloniale jusqu'à présent. Et ces pays viennent en Afrique, je ne pense pas pour développer l'Afrique. Voyez, dans les relations internationales, comme a dit le président américain Donald Trump, il n'y a pas la morale, il n'y a pas le respect de la morale, il n'y a pas le respect du droit. Voyez, chacun se bat pour les intérêts nationaux. Personne ne se bat pour les intérêts collectifs. Si la Russie se battait pour les intérêts collectifs, la Russie devrait commencer à accepter des réformes au sein du Conseil de sécurité, le 5 membres permanents, parce que le pays du tiers-monde demande l'ouverture de ces conseils bien fermés. Que les droits de veto soient élargis à d'autres pays. La Russie est parmi les pays qui refusent qu'on puisse ouvrir les droits de veto aux autres. Ça rêve d'un intérêt collectif. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a pas de réforme. Pourquoi elle refuse? C'est pour sauvegarder les intérêts nationaux des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, donc la Russie se bat en Ukraine pas pour les intérêts collectifs, pour les intérêts nationaux, pour la russe, la survie nationale russe. Et cette guerre relève de l'impérialisme. Vous voyez, c'est une invasion. C'est ça la vision, le caractère national de la Russie.
Donc il faut lire l'histoire de l'URSS à la Russie. Vous voyez, et il y a un proverbe, un adage qui dit quand on voit le loup, on voit sa queue. Quand on voit la Chine, en Afrique, on voit la Russie. Il n'y a pas de coopération bilatérale gagnant-gagnant. Dans ce monde, il n'y en a pas. Chacun se bat pour des intérêts nationaux. Moi, je pense que s'il y a la coopération bilatérale gagnant-gagnant, l'Afrique a besoin de la technologie de pointe. Il faut qu'il y ait transport de la technologie chinoise en Afrique. Former des ingénieurs africains qui vont se prendre en charge pour commencer aussi à construire, à mettre en place des infrastructures en Afrique qui ne seront capables nous-mêmes d'entretenir, de gérer, de reconstruire. Voyez, la Chine vient en Afrique dans le cadre de ces grands projets gigantesques qu'on appelle la route de soie. Et la Russie aussi, elle est dedans. Cette projet consiste à construire des infrastructures routières, de communication dans le pays du tiers-monde. Elle ne peut pas le faire en Occident, dans le pays du tiers-monde où il y a de minerais. Et la Chine s'investit beaucoup plus dans les matières premières, dans ces secteurs très sensibles. Donc, c'est pour permettre l'évacuation rapide de minerais, de matières premières vers la Chine. Donc, nous revenons à l'époque coloniale. Vous voyez, et ces infrastructures, les Africains ne sauront pas les entretenir. C'est la Chine elle-même qui les entretient avec des ingénieurs chinois. Vous voyez, donc la politique de coopération bilatérale, moi je pense, à mon humble avis, c'est gagnant-gagnant. Il faut que l'Afrique a besoin de la technologie de pointe pour commencer à traiter, à produire par rapport à ses richesses naturelles sur place. Vous voyez, c'est ça que j'ai conseillé aux Africains. Il y a une voie de sortie. Je ne dis pas que les Africains rentrent auprès des Occidentaux. On est en étau entre la Chine, la Russie et les capitales occidentales. Mais c'est ce que j'ai dit à la jeunesse panafricaniste africaine, c'est de nous prendre en charge. Il faut suivre l'exemple asiatique, le miracle asiatique. Ce sont des pays qui se sont pris en charge. Par exemple, la voie chinoise. Vous voyez, les Chinois se sont pris en charge avec leur leader Mao Zedong. Et aujourd'hui, la Chine a fait face aux puissances occidentales. Ces pays ont mis leur propre technologie de pointe. Et aujourd'hui, ces pays rivalisent avec les puissances occidentales. Vous voyez, donc la technologie de pointe. Nous avons aussi besoin de l'éducation stratégique et la recherche. Vous voyez, dans l'éducation stratégique, je vois le mentalité de développement. Vous voyez, par exemple, on reçoit de l'aide, mais c'est pour détourner. C'est pour détourner. Vous voyez, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, le Cuba, ce sont le leadership mondial qui ont éduqué, qui ont endoctriné leur population, qui suivent une vision. En Afrique, on n'a pas de leadership comme cela, qui amène une vision qui forme un peuple, comme les Chinois ont été formés par Mao Zedong. Aujourd'hui, c'est un peuple qui demande qui travaille pour la construction et la reconstruction de leur pays, la Chine. Ils sont presque partout. C'est un travail de fond. Vous voyez. Donc, je pense que c'est ce que les Africains doivent faire, c'est prendre en charge. Vous voyez, d'abord par l'éducation. On commence quelque part, l'éducation, la recherche. Vous voyez, et on aboutira à mettre en place notre propre technologie de pointe qui va nous permettre de produire, de travailler, de traiter nos matières premières sur place, et nous ferons face à l'Occident. Vous voyez,
ou soit ce que j'appelle occidentaliser l'Afrique. Nouveau pacte avec l'Occident. Dire à l'Occident, voilà, si vous ne faites pas ça, ça pour nous, nous allons vendre l'Afrique, par exemple, à la Russie. Nous sommes des pressions à l'Occident. Parce que l'Occident est en Afrique avec la colonisation et avec un peu de technologie sur place, avec les indépendances, moi je dirais précoces et ratées en Afrique. L'Occident a rapatrié sa technologie de pointe. Vous voyez, ils ont installé le néocolonialisme en Afrique. C'était une stratégie de récupérer l'Afrique après des indépendances précoces et ratées. Vous voyez, donc on produit tout de l'autre côté à l'Occident et ça revient en Afrique. On prend l'Afrique, on emmène là-bas, on travaille là-bas, on ramène ici et ça coûte trop trop cher. Vous voyez, on paye, fait pression, un nouveau pacte social avec l'Occident, vous ramenez la technologie en Afrique et là, on marche ensemble, sinon on va vendre l'Afrique à la Russie, parce que nous sommes déjà dans une logique d'une guerre froide, comme c'était après 1945. Donc, le leader africain, le leader intellectuel africain, donc, doivent avoir une stratégie, une politique de pression. Vous voyez. Et ça va nous permettre de répartir à nouveau, peut-être avec l'Occident. Parce que l'Occident va craindre de perdre l'Afrique, qu'il considère comme un grenier, une carrière de matières premières. Vous voyez, donc il y a toujours une stratégie. Vous voyez, il y a une stratégie américaine sur le Japon, la Corée du Sud. Vous voyez, nous vous protégeons contre le menace nord-coréenne. Si vous balancez l'Amérique, on va vous sécuriser, vous serez à la solde de menaces chinoises et nord-coréennes. Donc, vous savez que le Japon, la Corée du Sud, ne peut pas s'en passer des États-Unis. Et c'est ça, les relations internationales. Chacun tire le peigne de son côté. Chacun tire le trait de son côté. Vous voyez, donc l'Afrique peut faire pression à l'Occident, comme ça, et l'Occident pourrait accepter cette démarche-là. Vous voyez, une nouvelle vision pour l'Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, on décrit l'immigration. C'est la conséquence du néocolonialisme. L'Afrique est de plus en plus misérable. Il a foutu des richesses. Et le peuple africain suit là où les richesses s'en va. C'est l'Occident. Vous voyez, avant, c'était pas ça. La mauvaise politique France-Afrique. La mauvaise politique Amérique-Afrique. Vous voyez? Donc, c'est dans le cadre de l'éducation, de la recherche qu'on peut penser comme ça, faire pression à l'Occident, au lieu de, comme on dit, fuir la pluie dans l'eau. Donc, on va déshabiller Saint-Paul pour habiller Pierre. Donc, quitter l'Occident vers la Russie et la Chine, c'est la même chose. Vous voyez, ce sont des pays qui se recherchent, économiquement et autres, se recherchent. Donc, si ces pays veulent établir une coopération bilatérale gagnant-gagnant, il faut savoir l'Afrique a besoin de quoi? La technologie de pointe, on a presque tout chez nous sur place. Là, moi je dirais oui, la Chine, la Russie équilibre les choses. Mais si c'est construire des infrastructures ici, évacuer les matières premières, moi je vois, il y a les statu quo. Nous vivons comme à l'époque coloniale, l'exploitation illicite de l'Afrique. Vous devenez de plus en plus pauvres, misérables. Vous voyez, donc je tire ma réflexion de prophétie biblique du Tanakh qui met en évidence
la technologie de pointe comme l'un des critères essentiels de la puissance. Donc c'est la technologie qui fait la différence entre les capitales occidentales et les pays asiatiques. La technologie, la Chine, vous voyez, la Corée du Nord, et même l'Iran. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'Iran donne des trônes à la Russie. Vous voyez, c'est la technologie qui est au centre. Donc les Africains doivent comprendre que le monde, le système international, fonctionne comme la jungle. La loi, depuis, il faut toujours la meilleure. Il y a toujours le rapport de force. Donc, pleurnicher, faire des discours, ça n'aboutira à rien. Le monde est conçu comme ça. C'est même d'après les Tanakh que j'ai pu découvrir que Hachem, Dieu, aurait voulu que le système international soit bâti sur le rapport de force. Vous voyez, c'est dans sa souveraineté. Les Africains comprennent cela. Si vous ne prenez pas en charge, personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. L'Afrique sera toujours à la botte, à la solde des grandes puissances. Et nous serons toujours à la queue, voyez, à la queue des autres, et tout consort. Alors que c'est un pays immensement, c'est un continent immensement riche en ressources naturelles, mais c'est le plus pauvre de tous les continents. C'est parce qu'ils n'ont pas la technologie de pointe, on en a besoin. Vous voyez, c'est ce que je voulais adresser comme message aux jeunesses panafricanistes africaines, aux leaders africains. On a besoin d'un leadership mondial solide. Vous voyez. Donc il y a toujours, dans leur internationale, il y a toujours une stratégie. Les États-Unis soutenaient économiquement la Chine aux années 70. Ce n'était pas pour de bonnes raisons. Les États-Unis, qui veulent la montée en puissance de la Chine, pensaient créer une classe moyenne en soutenant économiquement la Chine, qui allait mener une sorte de révolte contre le régime chinois. C'est ce que nous, si on se souvient de Place Tiananmen, ça a échoué. Parce que la Chine, c'était déjà une grande puissance. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le soft power. C'est ce que les États-Unis pensent faire aussi en Ukraine, le soft power, qui pourrait créer la révolution à Moscou. Les Russes vont envier la vie sociale en Ukraine et ils vont retourner contre Vladimir Poutine pour demander des réformes. Et cela peut entraîner des mouvements comme c'était à l'époque de l'URSS. Et le hard power, les États-Unis pouvaient soutenir militairement les insurgés et renverser Poutine et mettre en place un gouvernement pro-américain qui va consolider le leadership mondial américain. C'est la même politique que les États-Unis veulent faire en Taïwan contre la Chine. Donc, il faut qu'il y ait des leaders africains et aussi des visions. Comment faire dans cette mutation, comment diriger l'Afrique pour que l'Afrique tire sa part. Donc, il ne suffit pas d'aller vers la Russie parce que la Russie est en train de combattre indirectement. Ça, c'est une guerre à procuration. Vous voyez, c'est une guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Ça n'engage ni de près ni de loin bénéfiquement l'Afrique. Ça, on doit le savoir. L'Afrique n'est pas dans l'agenda de ces grandes puissances pour nous développer. Au contraire, ils vont nous utiliser comme des torchons et de consommer le papier mouchoir et après, on va nous jeter dans la poubelle. Il faut qu'il y ait les Africains aient une vision. Une vision, comme je dis, l'indication stratégique, la recherche, pour mettre en place une technologie de pointe qui va nous servir de nous défendre pour subsister. Mais aussi, l'Africain ne comprend pas, selon les Tanakh, nous avons la liberté dans des siècles très éloignés, dans ce que j'appelle la Pax Israeliano-Ottoman. Dans le nouvel ordre qui sera assumé par l'État d'Israël, après la venue de Hachem, le prophète biblique assure que le monde sera judaïsé et les nations pourront retrouver la liberté
les pays du tiers-monde. Mais si on veut se libérer aujourd'hui, il y a une clause qui est dans le Tanakh, dans le texte biblique, que je mettais pour réseau de publications et de recherches. Il y a une possibilité qui a été exploitée par l'Asie, ce que j'appelle le miracle asiatique, ou encore la voie chinoise, pour se faire des pays émergents, les pays des BRICS qui aujourd'hui font mouche aux États-Unis. Donc voilà ce que j'avais à dire aux jeunes Africains, aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, aux Camerounais, de ne pas avoir un panafricanisme aveugle, mais intelligent, stratégique, n'est pas fini comme nos prédécesseurs, mais être de leadership, être des leaders visionnaires qui ont les instruments de leur révolution pour élever l'Afrique. Donc, c'est une vidéo adressée aux peuples africains. À la prochaine.